Est-ce que la société congolaise peut compter sur votre organisation? L'ONA a grandi, l'ONA n'a pas régressé. Parce que les problèmes mûrissent un an. On a eu des problèmes. On a pensé comprendre pourquoi il y a eu des problèmes. Où il y a eu des insuffisances, où il y a eu des incompréhensions. Et maintenant, on peut aller de l'avant parce qu'on avait que 2 ans quand le problème a posé. Un enfant de 2 ans, on n'allait pas lui demander de couper l'os. Mais on pouvait. Il était encore dans le bruit. Partout où nous suivez, soyez le bienvenu dans votre magazine. C'est 13 décembre 2021 et célébrer la date d'anniversaire de l'Ordre national des architectes du Congo, ONA en CID. L'ONA totalise jour pour jour 3 ans d'existence sous la direction de son président, l'architecte Brunel Joseph Guibale Leki Tanana. Ainsi, sans plus attendre, je vais vous présenter notre participant de ce soir, M. Brunel Joseph Guibale Leki Tanana. Nous vous saluons. Merci. Et permettez-nous de vous présenter ce souhait de joyeux anniversaire ensemble avec les spectateurs. Merci. À cœur ouvert, parce que souvent on ne parle pas de vous. On a souvent parlé de l'ONA. À cœur ouvert, qu'est-ce que signifie votre nom et surtout qui est Brunel Joseph Guibale Leki Tanana? Guibale, c'est le nom de mon père. Kananga, c'est le nom de mon grand-père. Mon père s'appelle Guibale Kananga. Alors, pour différencier dans la documentation, il avait préféré ajouter l'écrit au milieu pour faire junior. Pour ceux qui connaissent direct. Donc, Guibale Leki Kananga, ce sont les noms de mon père, disons mon père et mon grand-père. Brunel, c'est mon prénom que mon père m'avait donné, et Joseph. Joseph, pourquoi? Parce que mon grand-père s'appelait aussi Joseph. Et Brunel, c'est quand ma mère était enceinte, mon père était en train de lire un livre sur un architecte allemand qui a construit un tunnel sous l'eau. Alors, il se disait, si j'ai un garçon, je vais lui donner les noms de Brunel. Et si c'est une fille, bon, ça sera Brunel avec 2 L. Donc voilà, il a eu un garçon, c'est comme ça qu'il m'a donné le nom de Brunel. Sinon, voilà un peu mon nom, c'est que ça veut dire. Déjà, c'était prémonitoire. Déjà, il entreprenait le métier de son fils architecte. Mon père, c'était mon premier prophète, en fait. C'est comme on dit, le nom, c'est une prophétie d'une personne. Ça dépend de quel esprit qui est derrière qui donne ce nom. Parce que le nom, c'est la première prophétie, et la première prophétie dans la vie d'un homme. Tout à fait. Et si tu t'appelles Akoufa Lobi, on va t'appeler Akoufa Lobi et demain tu vas mourir. Ne viens pas si ou quelque chose comme ça. Mais je crois que les noms, nous devons faire très attention, nous qui sommes chrétiens, nous devons faire très attention avec les noms. À tout seigneur, tout honneur, qui est l'architecte Brunel Joseph Guibale Leki Tanana? Comment est-il arrivé dans ce métier d'architecte et quel est son parcours? Parce que c'est 3 ans de l'ONA, mais on devrait aussi comprendre quelle est la personne qui est derrière tout cet accomplissement, parce que l'ONA ne vient pas du néant. Merci beaucoup. Je vais d'abord dire joyeux anniversaire à tous les architectes, parce que c'est 3 ans quand même depuis qu'on a eu l'ordre, depuis que nous avons la loi, nous fonctionnons comme ordre qu'on appelle ONA.
pas dire joyeux anniversaire, parce que c'est une joie que d'avoir l'ordre, que d'avoir rien. Merci pour tous les efforts que les architectes ont consentis, de génération en génération, jusqu'à ce que nous avons eu l'ordre en 2018. Aujourd'hui, ça va faire 3 ans. Pour répondre à votre question, l'architecte Brunel est né d'une famille de 6 enfants. Mon père s'appelle Gustave, et ma mère elle s'appelle Roger Paga. J'ai 2 grandes sœurs, un petit frère et 2 petites sœurs. Je fais les études normalement. Je commençais par la maternelle et je fais les études primaires. Je fais mon secondaire à l'internat. Je finis à Notre-Dame de femmes dans le Bandoukou à l'internat. Et juste après, je suis allé au campus parce que je voulais à tout prix faire la construction, mais je n'avais pas encore la bonne perception de la construction. Le campus, l'université, c'est ça? Oui. Je fais la préparatoire avec Cicéron et tout ça, des gens qui sont passés par là. Là, en Polytechnique. En Polytechnique. Et j'ai terminé la préparatoire, j'ai commencé la première en construction et j'ai fini la première année. Pour passer en deuxième, c'est là où je me suis dit, bon, apparemment, ce que je suis en train de chercher, c'est pas ça. C'est pas exactement ce que je voulais. Je voulais vraiment l'architecture, je ne voulais pas une construction générale. C'est comme ça que je vais changer pour aller à l'IPTP, pour faire l'architecture. Moi, quand je suis arrivé en retard, normalement, les gens qui venaient du campus, ils étaient dispensés de faire la préparatoire. Mais moi, je venais en retard, je ne pouvais plus être dispensé. Vous savez, à l'époque, c'était rigoureux. Vous ne pouvez pas avoir plus de 25 étudiants dans un atelier, et donc dans une classe, en fait. Donc, ce qui fait que j'ai dû reprendre la préparatoire. Et j'ai commencé en préparatoire à l'IBTP à l'époque. J'ai terminé mon cycle gradué normalement, j'ai fait ma licence normalement et j'ai eu mon diplôme d'architecte. Brunel Joseph était quel genre d'étudiant à l'époque? Bon, vous connaissez les étudiants de l'IBTP à l'époque, hein? Ce n'étaient pas des étudiants très calmes, hein? Ce n'étaient pas des étudiants très calmes parce qu'on revendiquait déjà beaucoup de choses, les droits de l'homme, les droits de l'étudiant, le ceci. On brûlait des voitures, on fermait 24 heures avec les rails de train, on prenait des bus Sotraz pour aller sauver. Et à l'époque, vous avez quels amis de l'époque vous pouvez citer d'autres qui sont peut-être ministres ou je ne sais pas, architectes comme vous? Il y en a beaucoup, hein. Il y a Claude Tcherobala qui est un grand architecte aussi. Je cite Alain Bafelde qui est un grand architecte. Roger Ganiki qui est maintenant conseiller à la présidence. Beaucoup, hein, une génération après nous, il y en a beaucoup. Brunel n'est pas spontané. Vous avez un parcours. On a une histoire. On a une histoire, c'est pas. Je crois que les gens peuvent contester tout ce qu'ils peuvent contester, mais mon parcours d'architecte, ça c'est calé. C'est pas quelque chose. Vous terminez on n'est ici, pas parachuté. Vous terminez ici, vous allez aussi parfaire vos études à l'étranger? Oui, c'est vrai que j'ai travaillé d'abord parce que j'ai fini en 94. J'ai travaillé comme architecte. Auprès de quel mec? Fernand Talangay. Fernand Talangay, personnel. Il y a aussi l'aîné Bijimine qui m'a encadré. Il y a des jours, comme nous avons l'habitude de l'appeler. Je fais mon stage académique de gradué chez Bijimine, l'architecte Bijimine. Et quand j'ai fini en licence, je fais mon stage avec Fernand Talangay, qui était un grand architecte à l'époque de grand renommé. J'ai été encadré aussi par le professeur Kaboulou Béassola. Il est déjà décédé. Beaucoup d'autres, des assistants comme Kanene, Corneille, qui nous ont encadrés. C'est des grands professeurs aujourd'hui qui nous ont encadrés. Le professeur Mansoni. Et donc il y a beaucoup des aînés qui nous ont encadrés. Nous avons travaillé depuis 1994 jusqu'en 2000 quand j'ai décidé d'aller m'installer à l'étranger. En ce moment-là, on a travaillé comme consultant en PCCO, on a construit beaucoup de choses. Vous savez, on ne peut pas faire la publicité
Mais sinon... Mais cette question va arriver parce qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quelles sont vos réalisations en tant qu'architecte? Parce que c'est souvent ça le débat. Oui, souvent, ils sont responsables de structure, mais qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité? Et nous, en tant que journalistes, nous prenons ces préoccupations pour que de la bouche de notre invité sur notre plateau, qu'il puisse nous dire, pas tout citer, mais quelles sont vos réalisations en tant qu'architecte et ces réalisations pour lesquelles vous en êtes fiers, et si vous pouvez en citer quelques exemples. Comme je vous dis, c'est difficile d'un architecte de parler de ses œuvres parce que ça devient de la publicité. Il ne faudrait pas que je sois taxé de concurrence déloyale où je viens me vendre à la télévision. Même pour vos activités, vos réalisations dans le passé? Oui, dans vos tout début. Mais justement, c'est ça les CV d'un architecte. R+1. Les écoles, je les ai construites. Les hôpitaux, j'ai construit des hôpitaux, les immeubles, on en a fait ici et à l'étranger. Les villas, n'en parlons pas. Les cités, on a construit des cités. Et on est dans des projets. J'ai même aménagé les cimetières de prêtres, ce qu'on appelle Ousma. Vous avez aussi couru derrière les paiements, les non-paiements. Ben ça, c'est la monnaie courante des Vous êtes tiraillé avec les maçons dans les chantiers. Vous avez aussi connu les sauts soleil où vous n'avez pas de transport pour rentrer à la maison. Ça aussi, les gens veulent savoir parce qu'on voit directement le président de l'ONA. J'ai un parcours très très garni. Si vous voulez que j'écrive un livre, je vais l'écrire. Je dis toujours aux gens, nous on est des architectes complets. Je sais comment on trace une maison. Je sais comment être au soleil du matin au soir. Je sais comment ne pas dormir sur un projet en train de dessiner. Avoir la pression du client. Je sais comment avoir la pression des ouvriers. Je sais comment... Je connais tout ce qui est les aléas d'un architecte tout fait. J'ai eu des moments de gloire, j'ai eu aussi des moments de déclin. Et vous savez, la vie d'un homme, c'est en dents de scie. Il y a des moments où vous montez, il y a des moments où vous descendez. J'ai fait aussi des erreurs dans ma vie au début de la profession, où tu fais de mauvais calculs et ça tombe sur ta tête. Mais on s'est toujours donné une discipline de ne pas faire des bêtises, prendre l'argent d'autrui, en faire ce que les autres font. Quand il y a un projet, on va jusqu'au bout. C'est vrai que 1, 2, 3 clients sur 100 qui n'ont jamais été satisfaits pour quoi que ce soit, ils tirent toujours de boulets rouges et tout ça. Mais vous savez, si vous avez un grand architecte comme Fernand Talandaï qui a paix à son âme, l'immeuble en diagonale de la Régie des Eaux, en face, qui a eu des fissures à un moment donné, c'était un grand architecte. Mais après avoir fait les investigations, on a compris que c'était des fissures qui n'étaient pas dues à la structure, c'était juste le revêtement. Mais tel que ça s'est dit en ce moment-là, s'il y avait des réseaux sociaux, je crois que les vieux ne pouvaient plus circuler dans la ville. Donc ça arrive, les accidents, ça arrive aux architectes, les erreurs. C'est pas pour rien, il y a la réception provisoire où il y a toute une liste de défects et il y a la réception définitive. Pendant une année, 6 mois, ça dépend du maître d'ouvrage. Donc on a connu toutes ces étapes. J'ai travaillé avec les ONG internationales, j'ai été dans la forêt, j'ai dormi avec des serpents, je fais du travail dans le route, dans la forêt équatoriale. Brunel d'aujourd'hui n'est pas le Brunel d'hier, il a un parcours. Nous avons un CV garni. Nous arrivons maintenant dans votre métier. Avant l'ONA, le métier d'architecte existait. Elle existait comment? Ainsi, comment l'architecte congolais exerçait son métier avant l'ONA? Et surtout, comment vous atterrissez vous-même dans l'ASBEL, Société des architectes congolais? Bon, vous savez, à l'époque, c'était du va-et-vient. L'ASBEL, SAC, ou Société des architectes, ce n'était pas une obligation, c'était un libre choix, quelqu'un d'adhérer. Mais il y a des confrères qui m'ont précédé, qui ont fait quand même un effort pour attirer l'attention des architectes qu'on devrait être protégés. C'était une sorte de chercher ce que nous avons eu en 2018.
On voulait quand même avoir un cadre qui peut protéger les architectes, qui peut défendre les intérêts des architectes. Pas seulement défendre, parce que la loi n'est pas là seulement pour les intérêts des architectes, mais c'est aussi pour la discipline, pour discipliner les architectes pour faire le travail comme il faut. Donc à l'époque, tu te réveilles un matin, tu es au marché, tu n'as aucune contrainte, tu fais ce que tu veux, et après, bon, tu es architecte. Si tu t'achètes une petite 190, une Mercedes 190, tu commences à rouler avec, et tu te fais une petite vie, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, c'est l'architecture, c'est comme partout au monde, il y a des normes pour être architecte, il y a des conditions. Mais à l'époque, quand tu faisais, il y a même des gens qui n'ont pas terminé, ils n'ont fait que les graduats, parce que tu sais, dans notre cycle, nous on avait déjà le cycle universitaire, le diplôme de graduat n'a pas de valeur. C'est comme à l'UNIKIN, c'est comme partout dans l'université. Bien que c'était une institution supérieure, mais la faculté d'architecture, c'était déjà dans les systèmes universitaires. Vous aviez 5 ans. Donc 5 ans, si tu n'as pas un diplôme, 5 ans, tu n'es pas architecte. Sans compter la préparatoire. Sans compter la préparatoire, ça fait 6 ans. Mais aujourd'hui, la loi a ajouté. Il ne suffit pas d'avoir les 5 ans, les 6 ans, mais il faut être inscrit sur les tableaux. Si tu n'es pas inscrit sur les tableaux, tu n'es pas reconnu comme architecte. On va y arriver, mais qu'est-ce que vous avez accompli au SAC, Société des architectes congolais? Qu'est-ce que vous avez accompli dont vous êtes fiers? Là, vous êtes une aspect. En tant que président? En tant que président. Je n'ai fait que 3 mois comme président de la SAC, parce que j'ai été élu en juillet 2018, si je compte à peu près 6 mois, parce que l'investigation c'était au mois d'août, presque vers la fin juillet. Donc jusqu'en décembre, on a eu déjà la loi. Et ce que nous avons accompli, c'était la finition. Donc on a fait, comme tu vois les joueurs sur les terrains, la balle part du poteau, du gardien, il donne des passes, il y a des joueurs, il y a 11. Mais il y a quelqu'un, un finisseur comme Messi. Voilà, c'est le travail que nous avons fait, c'était de mettre le ballon dans le filet pour avoir la loi. Mais il y a eu d'autres joueurs qui ont joué avant, qui ont donné des passes, qui ont avancé avec les... Et quand on nous donne, nous on n'a pas raté, c'était pas un penalty, mais c'était vraiment... Par exemple, lorsque vous alliez dans des chantiers, des maisons qui se sont effondrées, quel était le travail de la SAC? Parce que souvent, vous vous insurgez contre les mauvais lotissements. Ça s'est passé comment? Parce que vous étiez une aspect. Vous avez dû vous battre parce que c'était la volonté, vous n'aviez même pas l'appui de l'État. Non, mais je crois qu'il y a eu une petite force dans ce que nous faisions, parce qu'on avait les décrets royaux. Vous savez, les décrets à l'époque, ça faisait office d'une loi. On avait les décrets royaux. On était une aspect, mais qui avait un décret royal. C'est pas comme tous les aspects où les gens se réveillent le matin, ils se mettent ensemble, ils vont chercher les F92 et tout ça. Non. Mais nous, on avait les décrets royaux. Donc c'était déjà sous forme de l'ordre. C'est comme ça que ça nous donnait un peu la force d'aller parler et d'aller mener des enquêtes, prendre le devant quand il y avait des immeubles qui se croulaient. Mais comme je vous ai toujours dit, sur les 100% des immeubles qui se sont écroulés, je crois qu'il y a 1% où un architecte était déçu. C'était des charlatans, il n'y avait pas d'architecte. La preuve est que depuis qu'on est aux affaires, depuis 2018 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu un immeuble qui s'est écroulé parce qu'on a mis de l'ordre, on a recensé et on a sorti ce que c'est l'architecte. Les gens ont compris qu'on ne peut pas construire avec n'importe qui, il faut construire avec quelqu'un qui est un architecte formé et surtout qui est reconnu par l'ordre des architectes. Nous voici maintenant à l'instant T, l'instant de l'avenir de l'architecte congolais. L'instant où vous décidez, maintenant, nous avons conduit, dirigé, à vue. Il nous faut un instrument juridique. Comment vous est venue l'idée d'aller à la création de l'ordre? Quelles sont les démarches que vous avez entreprises? D'abord pour mettre d'accord les architectes et après associer la loi ou l'État congolais. Bon, vous savez, la genèse de la loi, ce n'est pas avec nous, ce n'est pas avec notre avènement. Ça, il faut être honnête. Moi, je vais être honnête. Ce sont mes prédécesseurs qui ont travaillé sur les textes, en l'occurrence, à l'époque de l'architecte Ben Tchepela, ça a pris l'ampleur.
vous avez aussi Jacques Mouka, qui sont des grands architectes et qui ont eu la passion et l'amour d'avoir la loi, qui ont mis les textes en place, parce que nous avons l'aîné, par exemple, Ben Chipela, c'est quelqu'un qui maîtrise les textes, et c'est quelqu'un que je salue en passant, et qui maîtrise vraiment les textes, et ils ont travaillé sur ça. Et après, il y a eu un autre président avant moi, qui aussi s'est battu pour amener les textes au Parlement, pour chercher un député qui devrait porter la loi. Déjà en 2006, je crois, ou 2008, si je ne sais pas trop de mémoire, parce que je n'étais pas au pays, et le président du Parlement à l'époque avait jugé que c'était immature et c'était précoce de donner la loi aux architectes. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait poussé, parce que c'est un professeur d'université, c'est quand même un grand monsieur. Un pays comme le Congo, on ne peut pas avoir, si les pays, des petits pays à côté de nous, ils ont l'ordre, ça fait 30 ans, 50 ans, 60 ans, et lui, je ne sais pas, il était poussé par quoi, et aujourd'hui j'entends de mauvaises langues, non, ils avaient raison, regardez comment ils sont en train de se battre et tout ça. Mais attendez, ça n'a rien à voir avec la maturité d'avoir l'ordre. L'ordre, c'est autre chose, et quand vous lisez même dans la mission de l'ordre, ce n'est pas qu'il n'y aura pas de problème, sinon il n'y aurait pas la partie discipline. Et quelle est votre touche particulière dans la concrétisation de l'obtention? Parce que ceux qui sont venus... J'en viens. En fait, quand moi je suis arrivé, déjà j'étais président du conseil d'honneur dans les comités précédents, et j'ai vu comment est-ce qu'on se battait pour la loi. C'est en ce moment-là, pendant que j'étais président du conseil d'honneur, c'est en ce moment-là que nous avons trouvé les députés Lequin pour porter la loi au Parlement. Et j'accompagnais tout le temps les présidents qui étaient en place. Et je commençais à voir maintenant le rouage pour voir où ça bloquait, pourquoi est-ce que ça prenait du temps et tout ça. Et juste après, comme le mandat de mon prédécesseur était fini, moi j'étais élu, et je connaissais par où il fallait toquer. Et quelle est la clé qu'il fallait utiliser pour déverrouiller la chose. Parce que notre loi est comment on dit, déclarée recevable au Parlement en 2017. Une année après, c'est au frigo. On ne pouvait pas programmer cela. On ne pouvait pas faire ceci. Bon, vous savez, M. Safari, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire à la télé. Tout à fait. Le Parlement reste une institution que je respecte beaucoup. Mais on était quand même surpris de voir qu'une loi qui est déclarée recevable, elle devrait se traiter. Mais bon, et on nous disait qu'il y avait beaucoup d'arriérés parlementaires, il y a toujours des échappatoires, des choses et tout ça. Bon. Et après, bon, on a découvert qu'est-ce qu'il fallait faire pour qu'on puisse remettre les choses en place. Et c'est ce que nous avons fait à notre avènement. Et quand nous avons réussi les paris pour qu'on puisse maintenant programmer notre loi pour que ça soit traité, et voilà, les traits ont démarré. Nous avons toqué sur les portes qu'il fallait toquer. Nous avons vu le président du Parlement lui-même, on a fait un lobbying, parce que c'est mon aîné, c'est mon frère, c'est vraiment un mentor aussi qui m'a écouté, et il nous a promis qu'il allait s'investir personnellement pour qu'on puisse avoir cette loi. Le président Robert Ménako, que je salue en passant, on a fait le lobbying avec beaucoup d'autres politiciens qui nous ont accompagnés dans l'affaire. Il n'y a pas que moi, il y a les architectes aussi, chacun touché qu'il connaît comme autorité, et nous sommes arrivés au niveau du Parlement, et finalement notre loi est passée au Parlement. Et il fallait, c'était l'étape du Sénat. Et quand nous passons au Sénat, je suis allé voir le président du Sénat, qui est mon papa, et qui je connais depuis de longue date. Et à l'époque, il y avait encore notre papa, le sénateur Ndolé Lassikikonde, qui était là, qui m'a beaucoup aidé, avec le sénateur Bettina, qui était le président même de la commission infrastructure, qui sont mes papas, qui nous connaissons très bien, de très bonnes relations, et ils m'ont beaucoup aidé, ils nous ont aidés ensemble pour pousser la chose jusqu'à ce qu'on a programmé notre loi à la session budgétaire. On ne devrait même pas traiter la loi en ce moment-là. Mais c'est une faveur qu'ils nous ont fait, parce qu'il y avait ce lobbying-là qu'on avait fait. Et après le Sénat, c'était allé à la présidence. Et au niveau de la présidence, il y a l'ancienne première dame qui nous a beaucoup aidé pour ça. Et
président lui-même qui nous a reçus et nous avons discuté pour expliquer un peu c'était quoi la loi, c'était quoi, pourquoi on voulait la loi et tout ça. Et il était très réceptif et il nous a promis qu'il devrait le faire. Parce que je me rappelle, vous vous souvenez très bien, il nous avait reçu le 11 et il a promis que les 13, ça serait fait. Et voilà, les 13, nous avons eu la loi. Donc voilà un peu l'historique, mais dedans, ce n'est pas pour tirer la paternité de la loi, parce que ça vient de loin. Les textes, c'est pas bon qu'il ait conçu, c'est pas mon comité qui l'ait conçu. Il y a 2-3 comités avant moi qui ont été conçus. Et il y a même des tentatives de comités avant qui ont mené au Parlement. Il y a un comité avant moi qui a mené les textes au Parlement. Et moi, je suis venu juste pour faire la finition. Non, c'est un travail d'ensemble. C'est un travail d'ensemble. Et il fallait cette émission pour que nous puissions avoir l'historique. Parce qu'il est important, les gens parlent, mais ne savent pas d'où viennent les choses. Et quel est votre sentiment lorsque vous avez la loi? Elle est promulguée. Qu'est-ce que vous avez ressenti pour votre métier d'architecte depuis que vous étiez étudiant jusqu'à terminer? Pour vos confrères qui sont dans ce métier, qu'est-ce que vous avez ressenti de savoir que vous êtes structuré et reconnu par l'État congolais? D'abord, le premier sentiment, c'était un sentiment de satisfaction parce que le jour de la remise et reprise, je me souviens, quand on m'a interviewé, j'avais dit que mon premier champ de bataille, c'était d'avoir l'ordre. Quand j'étais élu président de la SAC. Et deuxième sentiment, c'était un sentiment de responsabilité. Je me suis dit, ça y est, maintenant on ne peut plus blaguer. Parce qu'avant, le prétexte c'était nous n'avons pas l'ordre, c'est pourquoi nous ne faisons pas ceci, pourquoi nous ne faisons pas cela. Mais maintenant, c'était un sentiment de responsabilité. Parce que qu'est-ce que vous allez dire encore? Il faut prouver que nous sommes réellement des architectes et qui sont capables de répondre même sur le plan international. Moi, personnellement, déjà, je n'avais pas de problème parce que je travaille déjà à l'international. Pour votre information, j'ai travaillé comme chercheur. J'ai travaillé comme chercheur à l'international et je ne veux pas vendre mon CV ici parce que ce n'est pas une émission de la personnalité de Brunel. Sinon, je vous donnerai encore un autre parcours que les gens ne connaissent pas. J'ai travaillé comme chercheur pendant 5 ans à l'étranger. Donc, pour moi, ce n'était pas m'affirmer à l'étranger, je n'en avais pas besoin parce que je l'étais déjà. J'ai même déjà été inscrit sur les tableaux de 2 ordres de l'étranger. Donc, c'était pas ça. Mais maintenant, les fardeaux, c'était la corporation. La responsabilité, c'était de vulgariser pour faire comprendre aux confrères que maintenant, nous avons une responsabilité. Nous devons faire mieux que tous ces gens que nous accusons comme des charlatans, des ceci, des cela, des étrangers. Nous devons nous défendre. Et c'est le travail qu'on a commencé à faire. Et je crois qu'il y a eu du répondant au milieu des architectes. Et ils ont compris, parce que moi j'ai toujours dit, on a des grands architectes dans ces pays. On a des grands architectes dans ces pays. Est-ce que vous ne pouviez pas vous dire mission accomplie? Brunel entre dans le panthéon des grands architectes congolais. Je m'arrête là et je dépose le tablier. Je n'aime pas trop la gloire. Je n'aime pas trop la gloire. Et je n'aime pas trop le confort, parce que le confort tue. La gloire tue. Parce que si tu te sens arriver, ça signifie que tu ne fournis plus les efforts. Et alors pour ceux qui pensent le contraire? Vous savez, je suis moi Brunel. Brunel est tripartite. Je suis esprit, âme et corps. Je me connais. Donc il n'y a personne d'autre qui me connaît plus que moi. Les gens connaissent le physique de Brunel, mais ils ne connaissent pas l'âme de Brunel, ils ne connaissent pas l'esprit de Brunel. Moi, dans ma vie, je n'aime pas me sentir arrivé. Quand je me sens arrivé, je peur du lendemain. Je peur du surplace. C'est comme ça, j'aime toujours improve chaque jour de ma vie. Je me dis qu'il y a encore quelque chose à faire. Il y a encore quelque chose à faire. Quand j'atteins un objectif, ça signifie qu'il y a un autre combat pour atteindre notre objectif. Vous l'avez souligné, il y a certains des détracteurs qui disent voilà, on avait raison de refuser de donner la loi. Déjà, entre eux, ça se tire entre eux, ils ne sont pas d'accord. Mais la question, les téléspectateurs voudront savoir, tous ceux qui nous suivent à travers le monde, quel est l'avantage de la loi sur l'humain? Quel est l'avantage de la loi sur l'exercice du métier de l'architecte en RDC? Et quel est l'avantage
de cette même loi sur les conditions d'exercer de l'architecte lui-même congolais. Vous savez, moi, je veux revenir d'abord à quelque chose, monsieur Safari. Allez-y. Je suis chrétien. L'homme de nature n'aime pas la révolution. Il n'aime pas la révolution. Vous imaginez les enfants d'Israël, esclaves, pendant 400 ans. On les sort pour les amener dans une terre que Dieu avait promise. Ils arrivent devant un petit obstacle qui est la mer Rouge. Ils commencent à réclamer des rentrées à devenir esclaves. C'est ça les gens qui disent qu'il est immature de donner, il n'était pas temps de donner l'ordre aux architectes. Ce n'est pas parce qu'il y a un petit problème qu'on doit mettre ça, on doit reculer. Ça, c'est de la lâcheté. Le problème, il y en a partout dans notre pays. On voit à grande échelle, au niveau national, il y a des problèmes. On a vu l'Afrique ici, il y a eu des problèmes. On a vu dans les élections de gouverneurs et tout ça, on a vu même des gens à Boende là-bas qui sont allés se battre pour des choses. Mais les hommes doivent se mesurer devant les obstacles. Mais même la CENI aussi. La CENI, on a vu combien de temps, c'était les confessions religieuses, s'il vous plaît. Mais pourquoi est-ce que quand il s'agit des architectes, c'est un drame? Les problèmes, il y en a pas. Vous n'avez pas droit à l'erreur, vous construisez des édifices. Et ça veut dire quoi? On n'est pas des humains, on ne peut pas se heurter. Est-ce que vous avez droit à l'erreur dans votre foyer, entre vous et votre femme? Mais c'est pourtant... Vous, c'est un métier de précision. C'est ce qu'ils disent. C'est de la haute précision. Qu'est-ce que ça va avec le métier? Parce que moi, c'est Fourier, tu es architecte, moi je suis architecte, nous sommes indifférents. Et c'est ce qui fait que moi, quand je vais construire une maison, elle va tomber. La science va partir. C'est pour ça qu'ils veulent même savoir quel est l'avantage de la loi sur l'ONA, sur le métier de l'architecte, et sur les conditions d'existence de l'architecte lui-même en faisant ce métier. L'avantage de la loi aujourd'hui, on en tire, nous tous, tout le monde connaît qui est l'architecte. Avant la loi, c'était... On nous appelait ingénieurs partout, hein, vous savez. L'avantage sur l'architecte, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'institutions, s'il vous plaît, quand vous êtes inscrit sur les tableaux, vous pouvez exercer. Mais sans le numéro, c'est non. Combien de fois on voit les gens courir là au siège parce qu'il est allé soumissionner quelque part dans une institution internationale. On lui dit, monsieur, si tu n'es pas sur les tableaux, on ne sait pas te prendre. Et il court pour venir demander les attestations, payer sa cotisation rapidement. Donc il y a une protection, il y a aussi un accompagnement de l'architecte quelque part. Il y a beaucoup d'avantages avec la loi. Avec la loi, nous avons la loi de la réciprocité, bien qu'elle est encore un peu en train de tituber, mais on va y arriver. Qu'un étranger ne peut pas débarquer comme avant. On voyait quelqu'un débarquer dans sa mallette, sous ses aisselles, avec un projet, il vient commencer à construire ici. Mais ça ne se fait plus comme ça. Et si ça s'est fait, ce n'est plus au même degré que c'était avant. Donc de plus en plus, on n'a que 3 ans. 3 ans. 2 ans où on a fonctionné et 1 année de turbulence. Même dans les avions, il y a des turbulences. Mais vous fonctionnez déjà avant en tant qu'architecte. C'est la raison pour laquelle vous n'avez pas droit à l'erreur. Par exemple, vous avez un grand CV, ils se disent ce n'est qu'une organisation. Parce que vous étiez déjà organisé avant, même dans la SAC. Les CV, c'est individuel, ce n'est pas tout le monde. Vous voulez que je vous dise qu'il y a des confrères qui sont encore enseignants à l'école primaire et secondaire. D'où maintenant l'avantage, par exemple, sur leurs conditions d'existence. Mais justement. Est-ce que ça leur a permis d'avoir plus de marché? Est-ce que ça leur a permis de s'affirmer dans ce métier? C'est là où les gens aussi se posent la question. Enfin, oui, anniversaire de l'ONA, mais concrètement, qu'est-ce que lui gagne l'architecte? On était en train d'y aller, on était en train d'y arriver, mais il y a eu des petits soucis. C'est comme dans un avion, il y a toujours des zones de turbulence. Il y a eu des petits soucis. C'est question qu'on se mette autour d'une table, on arrange ces petits soucis. Et puis, on va décoller. Selon certains, vous êtes limité aux architectes de grandes villes. Kinshasa, Lubumbashi, je ne sais pas, Goma, Congo central. Mais ceux qui sont à Bukungu, Kéla, ceux qui sont à Boende, tout ça, ils se posent aussi la question. Moi, j'étais jusqu'à Gebena, j'étais à Monsembene, j'étais à Kula, j'étais à Gwamanda et tout ça. Je trouvais des architectes en train de travailler là-bas. Ils sont protégés. Parce que c'est l'UNOPS, c'est l'Union européenne. Ils sont protégés.
Et ils sont respectés parce qu'ils ont... Et il y a des architectes à l'Est, il y a des architectes dernièrement à Lualaba, j'ai trouvé des architectes. Donc il y en a à Kolwezi, partout il y a des architectes. Je vous dis que l'ordre ici a apporté quelque chose de plus dans les architectes. Mais je veux encore corriger quelque chose dans l'opinion, spécialement dans la tête des architectes. L'ordre n'est pas venu pour donner des marchés. Non. Non, 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 non. L'architecte ne doit pas être paresseux à ce point. Attendre que l'ordre lui amène des marchés. Je n'ai jamais vu l'ordre des avocats commencer à distribuer des projets, des procès. Mais ce n'était pas ça l'idée première pour certains. Donc, tous les marchés en République démocratique du Congo devraient passer par vous. Parce qu'on va y arriver par rapport à l'inscription du tableau. C'est la question qui suit. Est-ce que ce n'était pas ça, ou bien vous n'avez pas bien expliqué les choses aux architectes? Non. Nous avons quand même beaucoup de pratiques professionnelles à l'école, à moins que ce cours ait disparu. Et l'architecte, les marchés, ce n'est pas l'ordre qui lui donne le marché. C'est vrai, avec certaines maturités, avec beaucoup, moi, personnellement, quand j'étais président, ou quand je suis président, et le projet des Jeux de la francophonie, nous avons essayé de récupérer ces projets pour donner aux architectes. Ça peut arriver, mais ce n'est pas le devoir de l'ONA. Ce n'est pas le devoir de l'ordre. Il y a d'autres projets qu'on a essayé de récupérer, qu'on voulait travailler avec les architectes. Mais ce n'est pas dit que l'ONA est là en train de chasser des marchés. Toi, tu es chez toi, tu dors sur ton canapé, tu regardes la télévision du matin au soir, et l'ONA commence à t'appeler, bon, Symphorien, tu es où, architecte, viens, il y a un marché, l'ONA vient prendre. Non. Même dans des pays développés, c'est vrai que, je prends l'exemple du Brésil, il y a la clé de répartition équitable des marchés. Quand on sent que Symphorien est défavorisé, il n'a toujours pas de marché, il n'y a que le cabinet de Brunel qui a le marché. Si un projet passe par l'ordre, l'ordre va privilégier d'abord les architectes qui n'ont pas le travail. Ça c'est fait. Mais ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un devoir, une mission de l'ordre de commencer à chercher des marchés, aller toquer pour chercher des marchés. Mais nous, si on a fait ça, c'était juste pour montrer que voici, l'ordre aussi peut faire quelque chose pour les architectes. Sur terrain, parce qu'il y a... Là, je sens que vous allez sortir de votre zone de confort. Hein. Ça vient graduellement. Sur terrain, par rapport à la réglementation du secteur des infrastructures, par rapport à la construction, quel est l'avantage de l'ordre? Quelle est la collaboration, par exemple, avec les institutions, les ministères dans ce domaine? Et surtout dans la passation du marché. Parce que vous avez fait allusion au jeu de la francophonie, on va aussi y arriver. La passation des marchés, il y a un problème sérieux dans les institutions. On a créé des cellules de passation des marchés, mais posez-moi la question, je vous pose la question, allez poser la question à tous ces ministres-là, il y a combien d'architectes dans ces cabinets-là? Dans ces cellules de passation de marché, il y en a combien? C'est comme s'il y a des entorses terribles. On prend des gens qui ne sont pas du domaine pour aller faire quelque chose qui est dans notre domaine. Ils en payent une petite formation de 2 mois, 3 mois, quelque part, quelqu'un passe avec une craie au tableau, il explique. Ah non, 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 nous on a fait un parcours de 6 ans. C'est 2 choses différentes. Personne ne peut remplacer l'architecte en 6 mois, en 2 ans, au moins 2 mois. Ce sont des formations, pardon, ce sont des cellules qui ont besoin des architectes. Nous l'avons dit et nous le dirons toujours et nous nous battrons pour cela, pour que l'on comprenne que là où il y a marché public, là où il y a marché dans les institutions publiques, il faut qu'on prenne les architectes. J'ai beaucoup aimé les discours du chef de l'État aujourd'hui. Il a dit, l'état de la nation. Il va mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Mais ces hommes-là dont vous dites des cellules, ils vous ont accusé quelque part parce que l'ONA voulait se substituer lui-même aussi en cellule de passation de marché. Sur l'ONA, ça c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Il y avait conflit d'intérêts. Il y a l'ignorance. Il y a une manne financière. C'est une ignorance. ignorance. Vous allez rapidement vous constituer pour créer des entorses dans la procédure de ces structures. Monsieur Symphorien, la personne qui est en face de vous
c'est un expert en passation du marché de la Banque mondiale. Donc voilà, même parce que vous êtes expert, vous connaissez, c'est juteux. Si vous n'étiez pas expert, vous n'allez pas insister. Ce n'est pas moi qui parle. Eux, selon leur pensée. Et selon leur pensée. Mais je crois que ce que moi je fais, on m'a traité de tous les mots, ils voulaient faire ceci, faire cela. Quand moi je quitte les jeux de la francophonie, c'est la même chose qu'on va faire. C'est la même chose. On va y arriver, la francophonie. Moi, j'ai fait la manifestation d'intérêt du bureau. Parce que je considérais que ce projet, c'était un cadeau que les chefs de l'État avaient donné aux architectes. Alors, il fallait faire participer aux architectes congolais. Aux architectes congolais. Et il fallait faire participer tous les architectes. J'ai fait la manifestation d'intérêt en considérant que l'ONA, dans notre contrat d'ailleurs avec les ministères des Travaux publics, nous avons mis ça en forme de l'agence locale d'exécution, chose qui est autorisée dans la... Vous avez reçu des paiements? On n'a jamais reçu un seul paiement. Donc vous pouvez vous jamais le confirmer, même pas un dollar? Jamais. On n'a jamais reçu un seul paiement. L'IGF est là. Non, l'IGF... Mais attends, si j'avais reçu le paiement du trésor public avec l'IGF aujourd'hui, il y a des gens qui sont partis à l'IGF. Vous avez fait des recommandations des cabinets d'architectes. Il y a des gens qui sont partis à l'IGF m'accuser que j'ai eu l'argent. Pourquoi l'IGF ne m'a jamais interpellé, même un seul jour? Je suis là, j'ai même un problème. Tout le monde connaît mon numéro de téléphone. On connaît mon cabinet, l'adresse, où ça se trouve. Pourquoi l'IGF ne m'interpelle pas? Non, il ne faut pas qu'on vous raconte des histoires. Vous pensez que l'IGF est fait pour d'autres personnes? Qui est Brunel pour que l'IGF ne l'interpelle pas? Ça, c'est un mensonge qu'il faut même laisser. Vous savez, la calomnie, à un certain moment, c'est le silence qui guérit la calomnie. C'est le silence. Je n'ai jamais voulu me justifier là-dessus et personne n'a le droit de me demander une justification quelconque parce que je ne l'ai pas fait, il n'y a pas eu l'argent. Les gens confondent. Les gens confondent le cabinet de Brunel et l'ONA. Brunel a eu un cabinet avant l'ONA et ce cabinet travaille. En tant qu'architecte, on peut gagner sa vie. Donc ce n'est pas parce que mon cabinet gagne la vie que c'est l'ONA qui m'a fabriqué. Par contre, l'ONA m'a ruiné. Je n'ai jamais rien reçu de l'ONA. Rien du tout. J'ai fait des missions en Europe. En Europe, je dis bien, 3-4 fois l'année, avec ma poche. Pas avec l'argent de l'ONA. Les gens peuvent passer à l'ONA pour aller checker dans la caisse de l'ONA. Ils verront que prendre les statements, je n'ai jamais payé même un seul billet avec l'argent de l'ONA. À quoi ça a servi? Parce que cette question est tributaire à la première. À quoi a servi ou à quoi sert l'inscription au tableau? Pour certains, c'est pour favoriser les uns. Pour d'autres, c'est pour les ralentir. Et surtout, mettre à côté ces architectes étrangers qui ont élu domicile en gagnant la diversité des marchés, que ce soit 5 chantiers, révolution de la modernité, et surtout ce qui vous a fait mal, lui poser son jour dans le domaine de l'infrastructure. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Non, ça c'était l'ignorance de nos dirigeants. C'était l'ignorance, ils ne savaient pas que les mêmes architectes étrangers, ils n'accepteront jamais qu'un Congolais aille travailler là-bas. Vous savez, quand on est au Sénat, c'est à ce moment-là qu'on va faire allusion à l'article 51 de notre loi qui parle de la loi de la réciprocité. Ça n'existe pas tout le monde. Tu penses qu'un architecte congolais peut aller ne fût qu'ici à Brazzaville, ici, prendre un marché, commencer à exécuter? C'était l'ignorance de notre... vous savez, c'est comme ça que j'aime beaucoup les chefs de l'État. C'est un visionnaire, mais par moment, il n'est pas suivi. Quand il dit qu'il faut favoriser les nationaux, consommons congolais. Et vous allez dire que nous avons été jaloux des 5 chantiers, de la révolution de la modernité. Même si ce Congolais n'est pas à la hauteur professionnellement de l'étranger qui est plus qualifié. Non, moi je prends, il y a des critères de qualification. Il y a des critères de qualification. D'ailleurs, pour recruter un expert pour un projet quelconque, il y a des termes de référence. On ne vient pas parce que tu es architecte et tu viens, tu commences... Même quand cet architecte ou cabinet d'architecte n'est pas capable de donner une caution demandée dans tout ce qui est procédure de passation de marché. Ça, c'est une problématique. On a mis des cautions justement pour bloquer les nationaux parce qu'on sait que les nationaux n'ont pas de capitaux. Mais c'est une preuve qu'ils ne sont pas productifs. Non, ce n'est pas question d'être productifs. Ils ne sont pas accompagnés. Tous ces expats qui viennent, ils sont accompagnés par leur banque.
Dites-moi, quelle est la banque qui va vous accompagner avec quel taux? Mais la banque doit être, avoir... Est-ce que vous avez des banques d'investissement ici? Il n'y en a pas. La problématique avec ce domaine, c'est que quelqu'un qui n'a jamais géré dans sa vie 50 millions de dollars, se retrouver dans un projet de construction où il va gérer 50 millions de dollars, il se dit ce sera la fête. Mais ce sont fort rien. 50 millions de dollars, c'est un chiffre. Oui, oui. C'est lui qui les gérera a commencé un jour à les gérer sans avoir commencé un autre jour. Il y a toujours un commencement. Hier, moi et toi, 100 dollars, c'était un problème. Mais aujourd'hui, c'est vrai, je crois que 100 dollars, ce n'est pas un problème pour toi. Quand tu étais étudiant, 100 dollars, c'était comme $1 million. Alors, il ne faut pas nous raconter des théories qui ne tiennent pas debout. Celui qui atteint 50 millions de dollars un jour, il a commencé à ne pas avoir 50 millions. Et il est venu atteindre 50 millions un jour. Vous ne voyez pas que quelque part, ça serait irresponsable de donner à un débutant qui n'a jamais géré des montants de 100 dollars, de 50 millions de dollars, 100 millions, pour une première fois le donner. Vous ne voyez pas quelque part... Mais justement, la loi, elle est complète. La loi, elle est complète et elle dit ceci. Il y a aussi ce qu'on appelle les transferts de technologie, transferts de market. Ça c'est fait. La loi dit, elle est complète. Quand il y a l'étranger qui vient, il faut qu'il s'associe à un national. Ça signifie quoi? C'est pour aussi nous mettre quelqu'un au seuil, les ramener au niveau avec les transferts de technologie, les transferts de connaissances. On les forme petit à petit. Et à l'époque du temps de Mobutu, on envoyait les cadres à l'étranger pour aller faire la remise à niveau. Ça existait. Mais aujourd'hui, ce que nous sommes en train de faire, ce qu'on appelle des formations continues, c'est aussi pour ça. Donc il faudrait former les gens. On ne va pas continuer à brimer les gens, il n'a jamais touché 1000 dollars. Mais formez-les comment gérer 1000 dollars. Qui va le faire? Ben attends, on doit avoir des institutions qui doivent faire ça. Et nous, nous avons aussi les devoirs d'accompagner les architectes dans ça, dans les formations continues. C'est comme ça que j'ai dit, les thèmes des formations continues ne doivent pas être des thèmes robots. Alors, vous savez, réchauffement climatique, on en a marre, ça nous casse les oreilles. Quelqu'un qui ne sait pas comment gérer 1000 dollars, vous lui racontez le réchauffement climatique, c'est une nouvelle expression dans sa tête. Il ne comprend même pas, vous allez lui dire qu'on va mettre des milliards pour lutter contre les réchauffements climatiques. Mais il faut l'expliquer d'abord c'est quoi les réchauffements climatiques. Brunel Joseph, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges, mais là où ça va s'écouer, quel est le thème que vous donnez à la célébration de ces 3 ans? Est-ce que vous ne trouvez pas que cette commémoration des 3 ans peut servir à réunir toutes ces facettes ou tous ces architectes qui font partie de l'UNA et tenant compte des contentieux électoraux dans lesquels vous ne reconnaissez pas les élections? Et beaucoup vous jugent aussi en disant que vous avez disparu de radar parce que vous êtes affecté. En lingala, on dit aussi 3 ans d'existence. Vous savez, un homme spirituel, c'est quelqu'un qui met un stop à un moment donné dans sa vie pour faire la rétrospection. Parce que vous avez eu la pression aussi. Hein. La pression, c'était une petite pression, une toute pression. C'est ce que vous pensez? Oui, une toute pression. Là aussi, il y a des costauds. Hein. Et une toute... Je ne parle pas des humains. Okay. Je ne mesure pas les humains. Il peut être costaud, il peut ne pas être costaud. Mais moi, je considère que la pression que j'ai reçue, c'était une toute petite pression. Parce que j'en ai déjà eu plus que ça. Ce n'est pas la première fois que je gère les humains. Ce n'est pas la première fois. Les humains avec leurs humeurs. Gérer les humains, ce sont des esprits. Quand on gère 100 000 personnes, tu gères 100 esprits. Mais il faut avoir un esprit supérieur pour gérer. Moi, je suis un esprit supérieur. Je suis un enfant de Dieu. Donc, je ne vois pas quelle est la pression qui peut me secouer. J'ai pris la résolution de me taire. D'abord, j'avais un petit souci de santé. Il fallait que je puisse me remettre. Et j'ai pris la résolution de me taire, de voir où est-ce que nous allons avec l'ONA. Et je me suis dit, il faut se donner l'objectif maintenant. L'objectif, c'est réunir les architectes. Moi, quand je me donne un objectif, je travaille pour ça. Et pour travailler pour un objectif, pour un homme averti avant d'aller à la guerre, on prépare les armes. On ne va pas à la chasse des oiseaux avec du bruit. Ça ne se fait pas.
n'allez pas attraper un seul oiseau. Voilà la réponse que je peux donner. On a une civilité. Vous ne vous sentez pas parce que vous parliez, vous initiez des choses, vous faisiez bouger. Dans les ministères, on ne vous voit plus. Ah, vous le voyez même dans les ministères, on ne le reçoit pas. Ce sont des preuves palpables. Et à ça, vous répondez comment? Il n'y a pas un ministère où je peux prendre mon téléphone, appeler un ministre qui ne me reçoit pas. C'est faux, c'est archi faux. Aucune institution. Aucune institution ici dans notre pays. Je suis citoyen du pays. Je suis congolais, des pères et des mères. Et donc, je ne vois pas quelle est l'institution qui peut me fermer la porte et quel est le ministre qui peut me fermer la porte. Selon vous, est-ce que les jeux de la francophonie, sur le plan architectural des infrastructures, pourront avoir lieu? Je ne voudrais pas répondre à la question du jeu de la francophonie parce qu'il y a d'autres animateurs maintenant. Ce n'est plus entre nous. Donc il faudrait aller poser la question aux animateurs. Je crois qu'il y a un confrère aussi architecte qui est dans ces histoires. Pour le moment, je préfère ne pas répondre. Il y va de l'honneur des architectes congolais. Hein? L'honneur des architectes congolais, quand je parlais, vous savez, vous connaissez les émissions qu'on a fait avec vous. On a parlé de routes, on a parlé des sauts de moutons, on a parlé de ceci, on a parlé, personne ne nous croyait. Mais aujourd'hui, je crois que tout ce qu'on disait est en train de se réaliser pas sur pas. Il y a même des gens qui nous appellent pour dire que tu étais prophète, que tu étais ceci. Mais à l'époque, on recevait même des appels anonymes, des menaces. On a eu même des menaces de mort. Pourquoi on décriait toutes ces choses? Une fois, ils ont fait une conférence de presse sur les jeux de la francophonie pour montrer comment est-ce que les gens bloquaient les jeux de la francophonie pour que ça ne se fasse pas. Personne ne m'avait cru. Personne ne m'avait cru. Donc aujourd'hui, émettre un avis sur les jeux de la francophonie, pour moi, je trouve que c'est dépassé. C'est dépassé. En tant qu'expert, la gestion des grandes villes, nous sommes dans une période pluvieuse. Comment entrevoir la gestion de grandes villes par rapport à sa circulation, par rapport à la vie, à l'organisation, évacuation des déchets? Est-ce qu'il faut une nouvelle perspective pour le chef de l'État dans cette matière des infrastructures et architecture en RDC? Je reviens encore sur les discours du chef de l'État parce que je l'ai suivi magistralement comme... pendant 1h20. Oui. Il a dit beaucoup de projets sont, je résume, moi je paraphrase, n'aboutissent pas parce que les animateurs ne sont pas à la hauteur. Ou soit il y a la mauvaise foi dans les chefs des animateurs. Il a donné l'exemple de centre de captage d'eau de Régie des eaux, de Kitsuka et celui qui prend beaucoup de temps pour rien. Il a donné cité, je crois, 3-4 barrages qui sont déjà terminés, mais on ne les utilise pas. Vous savez, je refuse aujourd'hui qu'on voit tout, qu'on mette tout sur la tête du chef de l'État pendant qu'il y a un gouvernement. À l'époque, il n'y avait pas de gouvernement. Je peux comprendre. Mais qu'a fait le Premier ministre? Il doit se lever, il doit bouger. Que font les ministres, mon Dieu? Ils font quoi? Être appelé Excellence seulement? Être dans les cortèges? Entrer dans les sens contraires pendant que nous sommes dans les embouteillages en train de transpirer? Mais qu'ils fassent leur travail, mon frère. L'assainissement de cette ville ici, il y a des services qui sont là pour ça. On a fait des émissions, on a parlé sur ça. C'est comme si vous me jetez l'eau sur la plume des canards. Sur la plume des canards. Il faudrait qu'à un certain moment, chacun dans son domaine se réveille. Laissez les chefs de l'État tranquilles qu'ils fassent ce qu'il est en train de faire, la vision globale qu'il a de l'État, la diplomatie. Et même aujourd'hui, c'est aussi le président de l'Union africaine. Ce n'est pas que il n'est pas nôtre seulement. Ce n'est pas un homme qui est seulement congolais. Aujourd'hui, il est africain. En général, il est le chef des Africains. Quand vous voulez que les choses marchent, mettez des personnes qui sont formées pour ça et ça va marcher. Moi, je me dis, cette maladie des infrastructures, ça doit finir au Congo. Que l'on prenne les ingénieurs, les urbanistes, les architectes, qu'on leur donne des postes de commandement dans les domaines des infrastructures. Que de nous amener des agronomes, de nous amener des je ne sais pas moi, des historiens qui, oui, vous allez me dire que ce sont des postes politiques, ces gens-là, ils vont se... Mais ça reste technique et professionnel. C'est technique.
Je donnais l'exemple à un de vos confrères. Vous voyez les ministres Tony qui a l'enseignement, je les félicite. Il est député à l'Assemblée nationale. Il s'est battu pour l'histoire de la gratuité. Alors, on dit, certainement, les autorités ont dit, ok, tu fais des bruits pour ça, on te donne les ministères. Il est resté constant. Et il travaille sérieusement pour sa vision. Voilà des gens qu'on cherche. Et en plus, c'est un enseignant. C'est un professeur d'université. Donc il connaît ce que c'est l'enseignement. Donc il est dans son domaine. Non, il est dans son domaine. C'est comme ça qu'il est en train de performer. Mais quand vous prenez quelqu'un qui ne connaît rien sur ce que vous lui donnez pour gérer, il va se référer à qui? À ses subalternes. Les subalternes vont jouer avec son esprit. Ils vont l'orienter en fonction de leurs intérêts. Il faut mettre des gens qu'il faut à la place. Je donne l'exemple de ces ministres-là. Moi, je les félicite beaucoup. Monsieur Brunel Joseph Guy Balele-Kikanama, c'est déjà la fin de nos échanges. 3 ans déjà. C'est vrai qu'il n'y a pas de gâteau d'anniversaire. Mais qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce 3 ans? Qui vous a dit qu'il n'y a pas de gâteau? Aujourd'hui, ce soir, c'est le 13. C'est le 13. C'est le 13, donc on pensait tout. Un enfant peut naître au milieu de la semaine, on peut fêter à la fin de la semaine. Les téléspectateurs seront témoins. 3 ans de l'ONA, qu'est retenir? L'ONA a grandi, l'ONA a régressé. Est-ce que la société congolaise peut compter sur votre organisation? L'ONA a grandi, l'ONA n'a pas régressé. Parce que les problèmes mûrissent un an. On a eu des problèmes. Maintenant, on sait comprendre pourquoi il y a eu des problèmes. Où il y a eu des insuffisances, où il y a eu des incompréhensions. Et maintenant, on peut aller de l'avant parce qu'on n'avait que 2 ans quand le problème a commencé. Un enfant de 2 ans, vous n'allez pas lui demander de croquer l'os d'un poulet. Il est encore dans le bouilli. C'est normal c'est la première fois que les architectes se trouvent autour d'une loi, c'est la première fois que les architectes comprennent c'est quoi l'ordre, c'est la première fois, mais ils sont en train d'évoluer de plus en plus, les architectes commencent à comprendre, ah, c'est ici qu'il y a eu un problème, alors parce que celui-ci s'est mal comporté, ou celui-là n'a pas voulu comprendre, ou celui-ci, et petit à petit, on est en train de grandir. Et j'exhorte à notre gouvernement, à tous les gouvernants, de faire confiance aux architectes congolais et à l'ONA. L'apport de l'ONA est là. L'expertise est toujours là. Ce n'est pas parce que tu t'es bagarré avec ta femme chez toi à la maison que tu n'es plus journaliste. Tu ne vas pas tenir une émission. Tu ne vas pas tenir. La preuve est là peut-être quand nous sommes en train de faire une émission, avant de venir, tu t'es chamaillé avec ta femme. Est-ce que c'est pour autant que ton professionnalisme d'architecte, de journaliste, va disparaître? Les architectes ont eu des problèmes entre eux, c'est en famille. Et ça va se régler en famille. Ça va se régler en famille. Et je crois même bientôt, ça va surprendre beaucoup de gens que les architectes se réunissent autour d'une table pour régler leurs problèmes. Brunel Joseph Guy Balele-Kikanama, Silité. Possibilité. Oui, architecte assis la caté. Architecte assis la caté. Architecte assis la caté, pourquoi? Parce que je n'aurai jamais de retraite dans ma profession. Tout à fait. Et je serai architecte jusqu'à ma mort. Ce sont d'autres postes là, président de ceci, président de cela, qui vont tomber. C'est pourquoi j'adore qu'on m'appelle architecte. Je n'aime pas qu'on appelle président, c'est passager. Ce sont des choses qui sont passagères. Un grand merci, Monsieur Brunel Joseph Guy Balele-Kikanama. Merci beaucoup. De partout où vous avez suivi, nous avons célébré, commémoré les 3 ans de l'existence de l'ONA. Dans toute structure, dans toute famille, il y a toujours des petites difficultés, mais cela n'empêche de pouvoir épingler le travail extraordinaire qu'ils sont en train de faire. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.